Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer que l'on regarde ensemble ce qu'il se passe lorsque l'on vit un trauma, hein. En d'autres termes, que se passe-t-il au moment du trauma? À nouveau, je vais m'appuyer sur un diaporama, voilà, qui va me permettre à nouveau d'illustrer mes propos. Hop, c'est parti. Donc, que se passe-t-il lors du trauma? Et à nouveau, l'idée, c'est de mieux comprendre le trauma pour en guérir. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe au moment du trauma, c'est ce que l'on va appeler la sidération et ce qu'on appelle également le figement. Alors, je vais vous proposer un court-métrage qui a été diffusé par Arte, qui, je trouve, illustre parfaitement cette question, ou en tout cas cette situation de sidération. Peut-être vous l'avez déjà vu, mais je trouve qu'il est, pour le coup, très explicite. C'est parti. Why didn't you report the rape in the first case if there was evidence? It's a big problem. And if there wasn't evidence, does that mean you didn't fight back? Why not? We see it the whole time. You ladies do make our job rather difficult. What are you thinking, Lawrence? Shall I tell you what's going on in your head biologically? There's a part of your brain, the amygdala, is telling you to do whatever you need to do to survive. It's like a siren. Survive, survive. So loud, in fact, it's drowning out your cerebral cortex, your logical brain. Your cortex knows, I'm not going to cut your throat. Why would I do that? My family's in enough trouble as it is. But the amygdala, it's pure instinct. It feels the damage this can do. It's not bigger than a peanut. You're taken by surprise, afraid for your life. We're programmed to do whatever will ensure our survival. And sometimes that's nothing. I think you've made your point. Alors, j'espère que Why didn't vous you avez... report the rape in the Oups, first pardon. case? Voilà, j'espère que vous avez également compris. J'essaie de passer, peut-être ce sera plus simple. Voilà. Euh, Plus simple et je vais rebouger, voilà, mon petit bonhomme. Alors, j'espère que vous avez compris, mais néanmoins, on va reprendre un petit peu les choses depuis le début. Alors, si notre cerveau reptilien, qui est chargé de nous protéger, détecte une situation de danger, ou en tout cas l'interprète comme telle, il va, comme ça a été dit dans la vidéo, en fait, enclencher un processus instinctif. En fait, on est génétiquement programmé pour assurer notre survie. D'accord? Et ce processus, c'est le stress. En fait, c'est une réponse physiologique, irrépressible et involontaire. Et le stress, il va en fait développer trois programmes, trois réactions qu'on appelle aussi des états d'urgence de l'instinct, qui vont se succéder en fonction des événements et notamment en fonction du succès ou de l'échec du programme précédent pour éloigner le danger perçu. L'ordre de succession peut changer lorsque notre instinct évalue que nous ne sommes pas capables d'appliquer les deux premiers programmes. D'un point de vue physiologique, l'amygdale, hein, qui a été citée par le mari dans le petit film, située dans le cerveau limbique, va s'activer, s'allumer et va faire sécréter par les surrénales de l'adrénaline et du cortisol qui vont préparer l'organisme à agir par la fuite ou par l'attaque, que j'ai nommé sur la diapo combat, qui sont les deux premiers programmes. La fuite, c'est la fuite active. On part, on s'échappe, on se cache. Et cette réaction, elle est portée par l'anxiété. Le combat, ou ce qu'on appelle aussi la fuite, c'est par exemple se retourner contre l'agresseur, qu'on appelle l'agressivité défensive. On va se confronter, on va se battre, on va éventuellement intimider notre agresseur. Et cette réaction, elle est plutôt soutenue par la colère. Quand l'amygdale s'allume un peu comme une alarme et qu'il n'y a pas de réponse, c'est-à-dire que la personne ne réagit pas, elle ne fuit pas, elle ne combat pas,
elle va continuer à s'activer au risque de générer des impacts délétères sur le système cardiologique, par de l'hypertension, voire infarctus, sur le système endocrinologique, et ça peut engendrer du diabète, sur le système immunologique, avec des modifications des défenses immunitaires, des pathologies hématologiques, et sur le cerveau. Alors, le seul moyen qu'a le cerveau pour préserver, en fait, l'organisme de ces risques, c'est, on pourrait dire, de disjoncter, pour ainsi protéger le cœur et le cerveau. Et ça, c'est le troisième programme, celui qu'on va appeler le figement, pardon, hop, ou l'inhibition. La disjonction, elle va bloquer, c'est-à-dire elle va désactiver l'amygdale qui ne pourra plus sécréter d'adrénaline et de cortisol. Le stress va alors s'arrêter et parallèlement, le cerveau va sécréter des drogues dures, un cocktail de morphine et de kétamine. Ce sont des cannabinoïdes, des analgésiques qui vont anesthésier la personne physiquement et émotionnellement. D'où ce qu'on appelle la déréalisation. L'environnement autour paraît irréel, comme dans un rêve, avec une distorsion temporelle, une forme de détachement de son environnement. La dépersonnalisation, sensation d'être détaché de son corps, de ne pas être réel, impression de se regarder. Et c'est ce qu'on appelle la dissociation. C'est ce qui arrive quand le système physiologique décèle un danger de mort, parce que le danger ne diminue pas, il est trop grand, l'agresseur est trop fort, le corps est empêché de fuir ou de combattre, et l'événement surgit sans avertissement, brutal, violent, terrorisant, incompréhensible, impensable. Il n'a aucun sens, il ne peut être intégré en raison d'une sorte de paralysie des fonctions supérieures de notre néocortex. On parle alors de fuite passive. C'est comme un engourdissement, une soumission qui est liée au découragement de ne pas pouvoir faire face. Alors la personne, elle se fait oublier, elle fait le mort. Sa pensée est comme déconnectée. Elle est incapable de penser, de réfléchir, de planifier, d'apprendre. Le lien à l'autre est coupé. Le fait d'être privé de ses émotions va empêcher la personne de réagir et de trouver des solutions. Elle est comme vidée de son énergie. Dans le cas d'une agression, la personne sera sous emprise de l'agresseur qui pourra en faire ce qu'il veut. C'est ça la sidération. De plus, la dissociation va avoir pour conséquence une forme de tolérance de la personne à la douleur et aux violences, comme si ce n'était pas grave, comme si cela ne la concernait pas. La victime est comme anesthésiée physiquement et émotionnellement. Et c'est la raison pour laquelle la personne ne peut pas crier, ne peut pas parler, ne peut pas se défendre, tant sur le plan psychique que sur le plan moteur. Et comme elle ne ressent pas d'émotion, l'entourage ne ressent rien non plus. Et c'est à partir de cette sidération que va se mettre en place une cascade de conséquences traumatisantes pour la personne. Alors, parlons maintenant de ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Parallèlement à cette dissociation, il va se produire une interruption du circuit de la mémoire qui va entraîner ce qu'on appelle la mise en place d'une mémoire traumatique. La situation de stress aigu, le trauma, va suractiver ce qu'on appelle l'axe du stress, ce que je vous ai mis là sur l'écran. On voit en jaune la sécrétion de noradrénaline et en violet de cortisol va devenir toxique, notamment pour le cortisol qui va se fixer sur l'hippocampe, qui est le disque dur de la mémoire. Et cela va avoir deux conséquences. Une conséquence anatomique, l'hippocampe va s'atrophier, et une conséquence fonctionnelle, l'hippocampe ne sera plus capable de mémoriser normalement, même les souvenirs du quotidien. Et donc cette information traumatique, elle va être stockée sous forme brute, non digérée, car l'intégration et le traitement des différents niveaux de perception sensorielle, comme les odeurs, les ressentis, les images, les émotions, les sensations de l'événement initial vont être bloqués. Ces éléments sont stockés dans la mémoire implicite, mais pas comme un souvenir classique, dans ce qu'on appelle la mémoire explicite ou autobiographique, dans laquelle un récit cohérent pourra se construire. En fait, normalement, la mémorisation, elle se fait dans les hippocampes sous forme de code. Dans le cas d'un trauma, le souvenir va être enregistré de manière pathologique dans l'amygdale, qui se situe à côté de l'hippocampe. Alors, je dis de l'hippocampe, en fait, on en a deux, de l'hippocampe, qui n'est pas le disque dur de la mémoire.
L'amygdale est une structure essentiellement émotionnelle qui appartient au système limbique, qui est le système des émotions brutes. Et ce système amygdalien va enregistrer les sensations, les odeurs, tout ce qui va, en fait, avec le caractère émotionnel du souvenir traumatique. Le souvenir traumatique non intégré ne sera pas contextualisé dans le temps et dans l'espace. On n'aura donc aucun accès, en fait, aux paramètres temporaires et spatiaux, contrairement à des souvenirs classiques. C'est comme une mémoire bloquée hors du temps. La mémoire traumatique, elle est un peu comme un terrain miné, en fait, qui peut s'allumer aussitôt que la personne est en présence d'un déclencheur, lieu, odeur ou bruit, en lien, bien sûr, avec l'événement traumatique. On en a parlé dans les idées reçues de la vidéo précédente. La personne peut mettre en place des stratégies d'évitement, des conduites dissociantes en s'anesthésiant, par exemple en prenant de l'alcool, de la drogue, parfois en se scarifiant ou en se mettant en danger, pour ne pas revivre en fait ces états qui sont pour elle extrêmement douloureux. Alors, quelles sont les conséquences de cette mémorisation finalement traumatique, pathologique? Tout d'abord, la personne, elle va avoir des difficultés à mobiliser ses souvenirs et elle rencontrera même des difficultés à se rappeler les détails de l'événement traumatique. Et puis d'autre part, ces souvenirs vont intervenir sous forme de flashs incontrôlables qui vont se déclencher quand elle sera à nouveau confrontée à un environnement qui pourra lui rappeler le trauma, comme une couleur, une odeur, etc. Et ces flashs, ils auront des effets physiques, des manifestations de la peur, des frissons, des palpitations. En fait, on appelle ça l'hypermnésie des aspects émotionnels des événements traumatiques. Il faut savoir qu'un stress aigu entraîne des conséquences sévères sur les processus de mémorisation à long terme. Il va affecter l'hippocampe, qui est donc situé, comme je vous l'ai dit, dans le cerveau limbique, qui est le disque dur de la mémoire. Alors, tentons maintenant de comprendre notre mode de fonctionnement émotionnel normal. En fait, il repose sur deux systèmes cérébraux. Le système limbique que vous voyez à droite sur votre écran, et plus particulièrement les amygdales. C'est un système basique qui permet des émotions brutes, comme la joie, la peur. C'est un système qui est sans régulation, sans nuance, qui va être activé en situation de danger extrême. On parlera alors d'hyperactivation. Et puis, on a à gauche en haut sur votre écran le système frontal, ou qu'on appelle aussi le cortex préfrontal, qui est plus élaboré, qui permet des émotions plus fines, dites secondaires, qui sont elles intégrées comme l'embarras, le regret, l'admiration. Et le lobe frontal, il permet en fait d'adapter son ressenti de manière fine au contexte et aux réactions d'autrui. De comprendre ce que l'autre va penser, ce qu'on appelle l'empathie cognitive ou la théorie de l'esprit. Dans des situations, on va dire entre guillemets normales, la régulation de la peur, elle suit une organisation hiérarchique. Le cortex préfrontal va réguler l'amygdale, centre de la peur, qui est situé dans le cerveau limbique, et le tronc cérébral, qui est dans le cerveau reptilien, responsable des fonctions vitales, des comportements instinctuels nécessaires à la survie, et qui est à l'origine du fameux système fuite, combat, figement. Or, plus la peur va submerger l'individu, plus les parties primitives vont se mettre en jeu. Et ainsi, dans le cas d'un trauma, par exemple, le système émotionnel va être complètement bouleversé. L'équilibre entre système limbique, système frontal également. Le cortex préfrontal ne va plus fonctionner de manière adéquate. Il va se déconnecter, ce qu'on appelle la dissociation. Et son hypoactivation ou inhibition va conduire au fait qu'il n'est plus en mesure en fait, de réguler l'amygdale et donc de prendre de bonnes décisions. C'est le système limbique, celui des émotions primaires, qui va prendre le dessus, prendre le relais et qui va donner à la personne des sensations très brutes, non contrôlables et non modulables. De l'extérieur, ça peut donner l'impression que la personne sidérée a des émotions inadaptées. Dans le trauma, l'enjeu pour le cerveau est d'assurer la survie de la personne, c'est-à-dire de protéger ce qui existe déjà. Et donc la dissociation est probablement un processus neurobiologique qui vise à protéger la personne en la mettant plus ou moins à distance du corps, en la décorporéisant, qui est comme une expérience de sortie de corps. Pour conclure, lorsqu'un événement laisse une blessure traumatique, le cerveau ne digère pas la blessure et l'événement et les contenus associés sont mis de côté. L'apprentissage reste partiel, puisque l'événement est toujours considéré comme dangereux et conduit à des réactions intempestives du corps en présence d'un déclencheur,
à des conduites d'évitement, des restrictions, voire des phobies. Après 3 mois, les symptômes qui sont normaux dans la phase aiguë persistent. Il faut savoir qu'après un trauma, 75% des gens guérissent spontanément et n'ont plus de symptômes. Dans la vidéo suivante, nous aborderons l'état ou syndrome de stress post-traumatique. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux comme LinkedIn, Instagram et Facebook, mais aussi sur Spotify, sur lequel j'ai posté des posts audio, voilà, qui peuvent vous intéresser, toujours sur les sujets liés à la psychologie et aux compétences relationnelles. Vous pouvez me retrouver évidemment sur YouTube, sur lequel j'ai posté de très nombreuses vidéos. Je vous invite d'ailleurs à partager si vous avez aimé cette vidéo, à liker et à vous abonner à ma chaîne si vous avez apprécié. Vous avez également en bas de l'écran les différents ouvrages que j'ai écrits jusqu'ici, dont le dernier chez Erol sur les émotions. Vous avez également mes coordonnées pour me joindre si vous le souhaitez. Et enfin, tout en haut à gauche, vous avez le logo de Teach Easy, qui est une plateforme française de formation e-learning et sur laquelle j'ai créé, conçu et donc posté, on pourrait dire, une vidéo sur l'estime de soi. Donc voilà, si tous ces sujets vous intéressent, vous pourrez me retrouver aisément sur Internet. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère que tout ceci vous aura intéressé, voilà, et que vous aurez appris des choses. Bonne journée, au revoir.